Thierry, première affirmation, tous les Français vont profiter des baisses d'impôts l'année prochaine. Vous êtes obligé de dire vrai, vous êtes obligé. Oh, c'est faux. Alors certes, si on regarde la moyenne, les ménages vont pouvoir avoir une augmentation de pouvoir d'achat de 252 €, mais c'est une moyenne. Et si on rentre dans le détail, 72% des ménages vont voir leur revenu disponible augmenter. Alors le revenu disponible, pour qu'on soit clair, c'est ce qui reste une fois qu'on a payé tous nos prélèvements obligatoires, toutes nos charges, tous nos impôts. En revanche, et c'est là que le bas blesse, certaines catégories vont voir leur pouvoir d'achat se réduire. Alors la première, notamment les 20% parmi les plus riches, en fait leur gain de pouvoir d'achat sera de moins de 1%, donc inférieur à l'inflation, et donc ils perdent au final du revenu disponible. Pascal, sur cette première affirmation. Oui, c'est vrai que c'est compliqué de parler de façon un peu statistique parce qu'il faut travailler en silo. Il y a des Français qui ne payent pas d'impôts qui, évidemment, ne bénéficieront pas d'une baisse des impôts. Évidemment. Ça tombe sous le sens, mais c'est quand même utile de le rappeler. Puis il y a toute la partie centrale, là, et Thierry résume bien les choses. Il y a la partie centrale, les gens qui gagnent. Alors c'est très disparate, entre 1 350 et 2 700 €. Vous allez me dire, ça va du simple au double. C'est ce qu'on appelle les Français de la classe moyenne, ce qui montre d'ailleurs au passage qu'il n'y a pas de définition statistique intelligente de la classe moyenne. On ne sait pas qui est dans cette classe moyenne réellement. Alors c'est presque 50% de la population, mais en effet, ce sont des situations qui vont en termes de revenus du simple au double. Quand vous ajoutez les effets correctifs de redistribution du revenu social, les effets fiscaux, ça fait des gens qui ont en réalité des situations très diversifiées. De combien en salaire on peut dire en salaire, en revenu, la classe moyenne c'est entre 1 500 et 3 000 €, on va dire, pour arrondir. Mais effectivement, et puis alors il y a ceux qui payent beaucoup d'impôts, qui auront moins, en effet, davantage, mais ils bénéficiaient déjà d'un avantage naturel qui est, on en reparlera sans doute, la flat tax sur les revenus du capital, c'est plutôt la population à qui ça s'adresse. C'est pas parce qu'on est riche qu'on a un portefeuille d'actions, mais les gens qui ont un portefeuille d'actions, à l'inverse, sont plutôt riches. Donc c'est comme ça qu'on verra les choses. Deuxième affirmation, Thierry, ces baisses d'impôts ne vont pas profiter aux ménages les plus pauvres. Vrai. Et vous avez commencé à répondre. Effectivement, c'est un des effets pervers de ce budget. Pour une partie des 10% des ménages les plus modestes, le revenu disponible va même baisser. Ce chiffre s'explique par plusieurs éléments. D'abord, le fait que seulement, et vous le disiez, seulement la moitié des Français payent l'impôt sur le revenu. Donc une baisse de celui-ci, évidemment, ne profite pas aux Français les plus pauvres qui ne payent pas l'impôt sur le revenu. Ils ne sont pas non plus concernés par la suppression de la taxe d'habitation. Soit ils en ont déjà profité, soit ils n'y étaient pas assujettis. Et puis il y a la sous-revalorisation de certains minima sociaux. En fait, ils ont été revalorisés, mais moins que l'inflation. Et donc, évidemment, ça n'augmente pas. Seuls les retraités les plus modestes vont échapper à ce phénomène parce que les revalorisations du minimum vieillesse depuis 2 ans vont permettre une légère augmentation de leur niveau de vie. Pascal. Oui, c'est exact. Alors, les Français les plus modestes bénéficient déjà pour beaucoup de la redistribution. Parce qu'en réalité, quand on parle impôt, on parle redistribution. L'impôt en France est très redistributif et il le sera encore plus dans le cadre du projet de loi de finances 2020. Mais les Français qui ne payent pas l'impôt sur le revenu ne peuvent pas non plus réclamer un chèque, parce qu'ils sont d'abord exemptés d'un impôt qui est le plus républicain de tous. Il est présenté comme le plus républicain de tous, il est progressif, il est citoyen. Payer l'impôt sur le revenu, c'est se sentir dans la citoyenneté française. On ne peut pas leur faire un chèque. Et j'ajoute, deuxième élément, qu'une partie de leurs revenus provient de la distribution des revenus sociaux. Ils bénéficient donc déjà assez largement de la solidarité nationale. On ne peut pas en faire beaucoup plus. C'est peut-être pas très agréable à entendre, mais je crois qu'il faut le dire quand même. Dans le détail, le gain pour les ménages peut dépasser 800 € sur l'année 2020 ? Oui, vrai. On va prendre 3 exemples. Pour un célibataire qui gagne après impôt de 1238 à 2335 €, le gain sera de 76 € à 390 €. Ça, c'est le premier cas, un célibataire sans enfant. Voilà, on le voit ici, un célibataire sans enfant. De 75,77 à 390,32 €. Si on prend un couple sans enfant, dont le revenu imposable disponible sera de 1857 à 3503 €, le gain ira de 114 € à 586 €. Enfin, si on prend le cas d'un couple avec 2 enfants, auquel il restera en revenu disponible de 2600 à 4904 € mensuels, eh bien le gain sera de 159 € à 820 €. Pascal. Oui, vous savez, on divise les revenus en déciles. C'est-à-dire qu'on divise les revenus en 10 parts et ça exprime des niveaux de revenus différents. Pour résumer tout ça, en fait, tous les gens qui sont entre le 3e et le 8e décile concentrent tous les avantages aujourd'hui. Ils concentrent un certain nombre d'avantages sociaux parce que
Ils peuvent pour les premiers bénéficier par exemple de prestations sociales, d'aides directes ou indirectes. Ils vont bénéficier en grande partie aussi de la politique fiscale en 2020 qui est une politique de redistribution, de baisse des impôts et notamment de l'impôt sur le revenu. Ça fait quand même une facture de 5 milliards d'euros. 5 milliards d'euros, c'est considérable. 5 milliards d'euros, c'est à peu de choses près 7 à 8% du rendement de l'impôt sur le revenu. Donc il y a peu d'efforts aussi conséquents qui ont été faits. Donc on a une classe moyenne aujourd'hui, c'est ce qu'on va retenir, qui concentre en fait tous les bénéfices des politiques sociales et fiscales. On disait Macron président des riches. Il est aujourd'hui plutôt le président des classes moyennes. Il faut regarder les choses, reprendre les leçons d'économie d'Esther Duflo, qui est prix Nobel. Nouveau prix Nobel français. Qui dit en substance, voilà, il faut se méfier de ses intuitions, il faut regarder les faits, le réel, les choses telles qu'elles sont. Et les choses telles qu'elles sont aujourd'hui, ça n'est peut-être pas ressenti par toutes les familles françaises, les choses telles qu'elles sont aujourd'hui, c'est que les politiques sociales, les politiques publiques, sociales et fiscales sont concentrées sur les classes moyennes. Ça, c'est nouveau, c'est le bilan des mesures de Macron ou c'est quelque chose c'est une espèce d'image d'Épinal qui est fausse et qu'il faut corriger? Non. Si on reprend les 10 dernières années ou les 8 dernières années, dans le mandat de François Hollande, il y a eu une période qui était plutôt favorable à la demande, c'est les 2 premières années, 2012-2014, puis une période qui était plutôt favorable aux entreprises, c'est le CICE notamment. Au début du mandat d'Emmanuel Macron, une politique dite pro-business, c'est-à-dire avec une politique d'allègement des charges sur les entreprises, c'est la politique de l'offre. Et là, très clairement, à mi-mandat, sans qu'on ait pu d'ailleurs véritablement mesurer l'impact de sa politique en direction des entreprises, il y a un infléchissement très net en direction des familles, des foyers, des classes moyennes. Pourquoi ? Parce qu'il y a des élections. Parce qu'en réalité, le quinquennat, c'est très court. À mi-mandat, pratiquement, on bascule dans la deuxième partie du mandat qui est pour préparer le début d'une campagne électorale ou la pré-campagne électorale. Et donc, on prend des mesures en direction des gens qui votent. Voilà. Et dernière affirmation, Thierry, les baisses d'impôts prévues en 2020 vont coûter cher à l'État. Pascal a déjà commencé à répondre. Oui, vrai, la baisse d'impôt sur le revenu va représenter à elle seule 5 milliards d'euros, à laquelle s'ajoute la baisse de la taxe d'habitation qui se poursuit. On peut se rappeler que cette mesure à elle seule coûte, selon le chiffrage du Monde, 17,6 milliards d'euros par an aux finances publiques, sans parler des 1,5 milliard de baisse de charges pour les entreprises. Alors, tout ça, ça sera financé comment ? Par une baisse de budget de certains ministères, la cohésion des territoires, l'économie et les finances, l'outre-mer, la fin de certaines niches fiscales, on va voir jusqu'où le gouvernement va aller, la refonte de la taxe foncière. Là, il faudra faire attention aux effets. On dit que les effets vont être lissés sur plusieurs années. L'augmentation du prix du tabac, 2 fois l'année prochaine normalement, et la baisse du remboursement de l'homéopathie. Qui va payer tout pour il y a cette liste longue et qui est non juste, exhaustive. Elle est non exhaustive parce que en fait c'est les entreprises qui vont payer. C'est très clairement les entreprises. Pourquoi ? Parce qu'il y avait des mesures qui avaient été programmées en direction des entreprises, notamment sur l'abaissement progressif de l'impôt sur les sociétés, qui est l'impôt sur les bénéfices des entreprises. Il y a aussi le dossier des impôts de production, ces impôts qui mitent les processus de production. On voit que tout ça est repoussé. Alors hier, Monsieur le maire au ministère de l'économie recevait les partenaires sociaux, syndicats, chefs d'entreprise, des élus aussi, parce que cette fiscalité indirecte des entreprises, elle finance les collectivités. Il faut de l'argent. Quand on baisse les impôts, il faut trouver de l'argent ailleurs. Et donc, il essaye d'imaginer des scénarios de sortie par le haut. Simplement, on ne peut pas faire de miracle parce que le gâteau fiscal reste à peu près le même. Quand on consent une baisse en direction d'une population, il faut la financer par d'autres augmentations ou par des reports de baisse à d'autres endroits du gâteau fiscal, si je puis dire.